Messieurs, mesdames, nous allons jouer à un jeu concours. Vous avez ici un ensemble de magnifiques stylos à gagner. Donc les règles du jeu sont très simples. Je vais demander à l'auditoire de me donner des noms de protocoles pour faire du mail. Et chaque personne qui me donne un nom de protocole recevra un stylo. Allez. Allez. Hein? Allez. Et qui souhaite avoir ce dernier stylo? Hein? Déjà pris? Déjà pris? Oh bah mince alors. Ah bah, vous êtes sûr qu'il n'y a que ça comme protocole email? IMAP, SMTP, POP3, JMAP. Ah ouais, mais ça a déjà dit ici. Allez. Donc, je vois que l'auditoire est très à l'aise avec les standards ouverts pour faire du mail, mais est resté coincé au niveau des années 80. Donc, du coup, je souhaite aujourd'hui corriger ceci et, bien entendu, vous présenter le protocole JMAP, le protocole email 2.0. Alors, bah déjà, pourquoi JMAP? Ben, en fait, c'est tout bête, mais à l'Inagora, on souhaite avoir une solution email souveraine et on considère que c'est un prérequis pour avoir cette solution email souveraine de s'appuyer sur des standards ouverts qui garantissent du coup une indépendance de la solution mise en place, qui facilite l'interopérabilité avec d'autres outils et d'autres acteurs. Voilà, et notamment en 2023, on fait encore beaucoup de mails, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de mails envoyés. C'est l'une des rares applications grand public qui est interopérable. Je peux envoyer un mail à ma maman sans avoir besoin de lui demander d'installer WhatsApp. C'est asynchrone, les gens savent bosser avec, sont capables d'organiser leurs mails, travailler de manière asynchrone. Et puis, il y a quand même un petit côté solennel. C'est sérieux quand on envoie un mail, ça peut servir de preuve par exemple. Donc le mail est quand même là pour rester. Et le gros problème, c'est que le protocole qui est utilisé pour lire ces mails, IMAP, a été formalisé dans les années 80. Et il prend de l'âge. Il n'est pas très efficace, très verbeux. C'est un protocole connecté. C'est très compliqué d'écrire un parseur pour le protocole IMAP. La resynchronisation, c'est pas très efficace. Il faut implémenter des trucs bizarres comme QReSync ou ContStore. Et encore, il y a tout un tas de cas différents en fonction de l'implémentation serveur et cliente. On ne sait jamais trop ce sur quoi on va tomber. Et puis on peut partir du principe que tout ce qui est resynchronisation sera carrément pas implémenté par les clients IMAP. Donc il y a aussi un bourbier avec au moins une cinquantaine d'extensions IMAP que tout le monde n'implémente pas. Donc en général, on tombe sur le plus petit dénominateur commun. J'ai nommé RFC 3501. Et donc du coup, depuis les années 80, les usages ont quand même vachement évolué. Tout le monde utilise du mail. Donc globalement, on peut partir du principe qu'il y a plus d'utilisateurs. Tout le monde a 3 téléphones, 2 tablettes, 4 ordinateurs portables. Donc ça veut dire plus de terminaux par utilisateur, donc encore plus de requêtes. On n'arrête jamais. Et puis je veux du temps réel entre mon téléphone et ma babasse. Et puis je vais vouloir donc du coup synchroniser mes mails de manière très efficace. Ça, il n'y a pas beaucoup de batterie. La batterie, elle va survivre une journée et il faut éviter de trop taper dessus. Même chose pour le réseau, où je vais devoir l'économiser parce que en tant qu'utilisateur, je le paye. Et pour toutes ces raisons-là, IMAP n'est pas le bon protocole pour bâtir une solution de messagerie moderne. Donc les géants du numérique n'ont pas attendu pour faire leurs petits trucs propriétaires dans leur coin. Et nous, plutôt que de redévelopper un autre protocole pour lire du mail,
on a décidé d'investir sur la norme JMAP. Donc en 2015, on a décidé de rejoindre l'initiative qui était développée par Fastmail et qui a atterri ensuite au sein de l'Internet Engineering Task Force, donc l'organisme qui définit les RFC, donc les normes qui régissent Internet. Et après de longues années de discussions et de multiples changements qui ont été assez compliqués à implémenter, on a finalement tombé sur une norme pour JMAP en 2019. Et donc du coup, plutôt qu'un long discours et une longue présentation, je vais me risquer à une petite démo en live pour vous montrer comment fonctionne le protocole JMAP. Alors pardonnez-moi, la démo a été rebootée exactement 2 minutes avant le talk. Donc, a priori, c'est censé bien se passer. N'empêche, toujours est-il qu'effectivement, il y a toujours un petit effet démo. Alors, alors ça, on va préposer un tendance. Il va falloir brancher le laptop et vite. Hop, et... on est un déjà branché. Merci. Alors, voilà, comme ça la résolution sera un peu meilleure. Donc, alors JMAP, comment ça fonctionne? Le premier truc, c'est à partir de l'adresse email, on est capable de faire une requête DNS SRV pour attraper l'adresse du serveur de mail. À partir de là, on utilise un mécanisme de découverte classique .wellknown pour pouvoir récupérer la session utilisateur. Ça, c'est authentifié. Évidemment, voilà, donc ça, c'est authentifié. Donc l'utilisateur s'authentifie, on est en HTTP, donc on peut utiliser ce qu'on veut, par exemple du OIDC, ce qui n'est pas le cas ici. Et ensuite, derrière, on va envoyer cette requête, on va récupérer la session IMAP. La session IMAP définit chacune des extensions qui est supportée, chaque extension définissant ses paramètres qui lui sont propres. Donc on est capable de venir injecter de manière dynamique, par exemple, des extensions pour une solution particulière qui utilise JMAP. Ensuite, on récupère un truc très important qui s'appelle le Account ID, qui va identifier un compte sur le dit serveur JMAP. Et last but not least, on va récupérer tous les endpoints applicatifs qui sont découverts de manière dynamique via ce mécanisme. Donc ça permet de faire du sharding de manière complètement transparente. Au final, il n'y a même pas besoin de proxy applicatif pour faire ça. Il suffit juste de résoudre qui parle sur quel endpoint lors de la session JMAP. Donc maintenant, c'est super. On a un serveur JMAP, on est capable de lui parler. On va commencer par récupérer la liste des mailbox. C'est un petit objet facile, donc... on doit avoir une petite barre avec la liste des mailbox sur la gauche. Ça fait partie du kit de tout bon webmail. Donc comment on fait ça? On lui dit qu'on parle le JMAP core, qu'on parle le JMAP mail, qu'on veut exécuter mailbox/get. Donc mailbox, c'est le nom de l'entité JMAP. Get, c'est la méthode qui permet de récupérer la liste. On lui passe notre account ID pour dire sur quel compte on veut faire ça. On veut récupérer tous les identifiants et puis on spécifie ensuite les propriétés qu'on veut. Donc là, j'exécute ça, toc, et je vais avoir exactement la liste de chacun des mailbox avec les mails non lus. Donc là, je suis capable de bâtir dans mon UX une liste de mails. Donc c'est super, mais du coup, je vais anticiper, alors, je vais le faire sur cet écran là. La démo vient d'être bootée.
Hop. Ça bouge. On va dire que c'est bon. Je vais ensuite vouloir synchroniser ma liste de mailbox. Donc là, je vais faire appel à une autre méthode qui est /changes. Je lui donne mon account ID. Je lui donne mon état à partir duquel je veux resynchroniser. Et j'exécute ça. Je suis capable d'attraper une liste de changements. Donc là, j'ai 2 mailbox qui ont été mises à jour. Et là, il y a une petite subtilité. C'est j'ai un truc qui s'appelle une back reference. C'est un peu un gros mot, mais en gros, ça permet de connecter la requête pour récupérer les changements avec la requête pour bâtir l'objet mailbox, récupérer l'objet mailbox. Donc en une seule requête, je suis capable de récupérer ma liste de changements et ensuite je suis capable de récupérer les propriétés qui ont été changées. Back reference, c'est ce qui permet de combiner des requêtes. Ça fonctionne comme GraphQL, c'est hyper puissant. On est capable d'exécuter en un seul round trip plusieurs méthodes et de les connecter entre elles. Et donc là, vous voyez qu'on a mis à jour, on a récupéré les entités de mailbox qui avaient changé entre les deux appels, donc pendant que le provisioning tournait. Donc c'est super. Maintenant, je veux du push. Eh ben, c'est super. On supporte l'event source et du WebSocket de manière native en Jmap, ainsi que du web push pour pouvoir supporter les devices mobiles. Donc là, ce que vous voyez, c'est le serveur James qui tourne derrière, qui envoie les changements en temps réel pour faire de la resynchronisation via l'event source. Donc c'est super. On a travaillé avec une première entité, les mailbox. On a été capable de les resynchroniser et de faire du push avec. Maintenant, on va attaquer un modèle de données un poil plus poilu. J'ai donné les mails. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger la liste des mails. Vous commencez à le connaître, on va le faire en une seule requête. Donc du coup, comment ça fonctionne? J'ai un email/query qui me permet de faire une recherche. Je lui demande de m'attraper les 5 derniers mails, de me les trier par date de réception. Je peux rajouter des filtres, par exemple, dans une mailbox particulière, par exemple, avec un mot-clé particulier, un sujet, etc., etc. Et ensuite, je viens le connecter, encore une fois, avec une back reference. Donc, faire un truc qui ressemble à du GraphQL pour être capable de récupérer tout de suite les propriétés qui m'intéressent pour faire dans mon UX le listing des mails. Donc le sujet, qui est l'expéditeur, le destinataire, une petite propriété de preview et keywords, donc les drapeaux, important, pas important, lu, pas lu, etc., etc. On envoie la requête et vous voyez que je récupère ici une liste de messages et je suis capable de consolider en une seule requête pour avoir le listing de tous les mails dans ma vue de messages. Donc du coup, maintenant c'est super, mais moi je veux lire mes mails, donc je clique sur un mail en particulier et là il faut lire le mail en question. Dans un webmail classique, on est obligé de travailler avec du MIME, de parser le mail, de faire des trucs compliqués. Avec Jmap, c'est le serveur de messagerie qui s'occupe du parsing et présente la liste d'entités HTML à afficher dans le navigateur. Donc, la requête pour ouvrir un message, elle ressemble à ça. Je peux lui demander HTML body attachment, body values pour récupérer la valeur textuelle de HTML body. Je vais pas rentrer, mais en gros, ça expose la structure MIME. Je lui demande de récupérer les données propres à HTML body value. Moi, j'y connais rien en MIME. N'empêche, toujours est-il que j'ai un sujet, j'ai une liste de pièces jointes avec les titres des pièces jointes. J'ai un HTML body dont je suis capable de récupérer la valeur à afficher dans le cadre de body values. Voilà. Et donc du coup, j'ai été capable de
d'afficher un message directement dans mon navigateur sans avoir besoin de gérer toute la complexité de ce qu'est un mail. Alors ensuite derrière, ça c'est peut-être cassé. Non, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous le montrer. J'ai pas eu le temps de corriger mes scripts Postman là-dessus. Mais en gros, tout ce qui est téléchargement de pièces jointes et de binaires, c'est en off-band. C'est en dehors de l'API JSON, ça se fait via un endpoint HTTP dédié pour maximiser la performance. Voilà, donc globalement, on a un endpoint download à partir du détail du mail et des pièces jointes. On a un blob ID qui permet d'avoir un identifiant unique permettant de télécharger la dite pièce jointe via un endpoint séparé. C'est efficace, c'est propre. Maintenant on a lu des mails, on va en envoyer un. Le premier truc, c'est je vais découvrir les identités que je peux utiliser pour envoyer le d-mail. Donc il y a une entité dédiée pour les identités, je récupère la liste et je sais que je peux envoyer un mail en tant que alice@localhost. Et ensuite, maintenant, pour envoyer un mail, c'est cassé aussi, je suis désolé, j'ai tout massacré en sauvegardant mon Postman, mais globalement, on a une autre entité qui s'appelle Email Submission Set qui va permettre de référencer un mail, de l'associer avec une identité et de procéder à l'envoi. Donc on a une interface unifiée et pour l'envoi et pour la consultation de mail. Voilà, donc c'était pour la partie démo. C'est fini, ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est passé comme à Capitole du Libre, donc tout va bien. Globalement, nous, nos équipes, on a à cœur de travailler sur un standard ouvert. On participe activement au groupe de travail de l'IETF. On a coécrit 2 RFC 9007 sur les accusés de réception en JMAP, être capable de composer directement des accusés de réception avec le protocole JMAP. On a aussi contribué la norme sur les quotas, RFC 9245, c'est plus un brouillon, ça a été formalisé. C'est René pour la petite histoire. Voilà, on a contribué une implémentation de référence JMAP dans Apache Gems. Pour la petite histoire, j'ai découvert qu'on était les seuls à implémenter jusqu'à assez récemment la partie soumission de mail en mode complètement logiciel libre. Donc petite fierté personnelle. Voilà, beaucoup de cette implémentation-là côté back-end est tombée dans le cadre de Apache Gems, donc en gouvernance ouverte au sein de la fondation Apache sur un serveur de messagerie quand même relativement important. Voilà, donc globalement, au-dessus d'Apache Gems, on a rebâti une messagerie collaborative d'entreprise qui s'appelle TweakMail. Donc c'est globalement tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est protocole ouvert, c'est côté Gems. Tout ce qui est fonctionnalité avancée, collaboration et intégration à l'écosystème Linagora, c'est côté TweakMail. J'ai eu un talk sur cette relation projet-produit et comment est-ce que ça permettait d'être en gouvernance ouverte et d'apporter une réelle sérénité à nos utilisateurs ce matin. Et si vous avez des questions là-dessus, je peux bien entendu en parler. Voilà, Gems, c'est une plateforme qui passe à l'échelle. Donc vous avez votre JMAP qui passe à l'échelle naturellement. On s'appuie sur Cassandra pour les métadonnées, stockage objet dans S3, recherche dans OpenSearch et une couche de messaging dans RabbitMQ. On est capable de s'intégrer dans un environnement cloud, par exemple avec du Kubernetes, et d'avoir tout l'aspect métrologie et log avec du Prometheus et du Fluentbit. Je serais ravi de parler de ces aspects-là d'infrastructure, mais il va falloir accélérer parce que on a aussi un front-end en Flutter. Je vais peut-être essayer de vous le montrer. Voilà, il est là. Alors, je suis en 4G, mais que vous voyez que ça charge quand même relativement vite. Voilà, c'est joli, c'est mignon. Le webmail fonctionne. Voilà, c'est super. Voilà. Qui d'autre fait du JMAP? Eh ben, aujourd'hui, l'écosystème JMAP, il y a Group Office que je connais pas trop qui fait du JMAP en PHP. Cirrus IMAP qui porte du JMAP vraiment sur la partie consultation des messages.
Pour la partie envoi, leur sous-couche postfixe est pas publique. Stalwart, c'est un autre serveur JMap qui est un peu comme James, permet d'avoir une infrastructure distribuée. Enfin, c'est écrit en Rust, c'est nouveau, mais ça arrive. On fera des qualifications dessus. Il y a Atmail qui utilise le Atmail, le JMap chez eux dans une implémentation propriétaire. A priori, ça marche bien, ils en sont contents. Voilà. Côté front-end, à part Twakemail, côté front, c'est comme. Alors, on a réussi à faire tourner Twakemail sur Stalwart. On est interopérable. Donc, c'est quand même beau en termes d'infrastructure, d'architecture, etc., etc. On a aussi un autre client libre sur base Android qui s'appelle LTTRS qui implémente le protocole JMap. Et via ce talk et cette démo, j'aurais aimé convaincre mon auditoire attentif qu'il vaut 1000 fois mieux écrire un client de messagerie pour le protocole JMap que pour le protocole IMAP. Et que l'avenir en fait des standards ouverts dans le mail repose sur le standard JMap, et il va falloir que nous, en tant qu'acteurs de la messagerie, fassions le pas, et pas juste l'Inagora. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai dépassé seulement d'1 minute. Est-ce que vous avez des questions? Première diapo, il y avait un dig SRV. Ouais. Le SRV, c'est comme un autodiscover. Exactement. À partir de la partie locale de l'adresse email, je suis capable de découvrir l'adresse du serveur JMap. Voilà. C'est simplement, j'avais pas. Non. Il y a des. En fait, JMap, ça veut dire JSON Metadata Application Protocol. À la base, c'était JSON Mail Application Protocol. Ça a vocation à être utilisé vraiment sur chaque entité d'une suite collaborative. Les fichiers, le mail, le calendrier, le contact, to-do, etc., etc. Donc, c'est en fait vraiment l'ambition qui est de porter tout ce qui aujourd'hui est ségrégué sur des protocoles disparates en un seul protocole unifié. Il y a des pour le SRV de JMap permet de découvrir l'intégralité des services supportés par JMap, et je vais pouvoir découvrir l'intégralité des services fournis par JMap via la session. Par contre, si jamais je veux faire à côté du CARDAV, du CALDAV, ce seront des records SRV différents que mon serveur devra lire. Ça répond à la question? Est-ce qu'on a d'autres questions? Aujourd'hui, non. Voilà, et c'est effectivement un des nerfs de la guerre, qui est que on pourra tenter de faire un build client lourd de Twakemail vers Linux, Mac et Windows. Ce sera pas gratuit en termes d'implémentation de notre côté, et par contre côté Thunderbird, côté autres clients lourds, le switch a priori n'est pas pour tout de suite. Donc oui, exactement. Alors après, derrière, avec James, comme les serveurs James sont stateless, je vais typiquement être capable d'avoir un pool de serveurs IMAP et un pool de serveurs JMap. Et à travers mes applications, moi, de messagerie collaborative Linagora, je vais évidemment privilégier le JMap. Le but étant d'avoir un maximum de personnes qui utilisent le JMap et de juste offrir IMAP SMTP pour la compatibilité. Ça répond à la question? Sur IMAP, alors non du tout. Le front-end est une interface JMap. Il est connecté en soi qu'il y a un WebSocket pour recevoir les updates en live, potentiellement, mais on est capable de passer par du whip push ou des extensions propres à l'Inagora, par exemple, pour faire du Firebase Cloud Messaging si on le souhaite, qui permet d'être en fait complètement déconnecté. Donc non, il n'y a pas de connexion. Enfin, moi sur mes serveurs JMap aujourd'hui, j'ai pas de connexion persistante.
Voilà. Et s'il y a des connexions persistantes, elles sont vraiment sur des serveurs dédiés au push. Ben, les autres là, ils sont l'Inagora, ils connaissent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vais rendre le micro alors. Merci beaucoup pour votre attention.